Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve pour ce Club Mounégou bilan de la mi-saison 2024-2025. Et avec moi, je serai accompagné de Patrice. Salut Pat. Salut. Bon, alors on vous a pas débriefé le dernier match de Coupe de France. Il y avait peu de disponibilité vu que c'était vraiment juste avant le début des fêtes. On en reparlera très certainement très très rapidement au cours de l'émission. Il n'y a pas grand chose non plus à retenir de cette qualification. Mais on va commencer donc cette émission bilan par le petit j'aime pas global donc de ces premiers mois de compétition. Et Patrice, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette première partie de saison ? Ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on a su proposer en début de saison. Plus globalement, ce qu'on propose, qu'on a notre groupe en entier, que les joueurs ne sont pas trop fatigués, qu'on est vraiment au complet. On a vraiment une très belle équipe qui propose vraiment un très beau football. On est très serein défensivement, on laisse vraiment très très peu d'occasions à notre adversaire. On a réalisé d'ailleurs beaucoup de clean sheets. Devant, même si on a un peu des problèmes de finition, on reste quand même très très fort avec tous nos offensifs. Et du coup, avec ce pressing constant, on récupère très rapidement les ballons et on se procure énormément d'occasions qui nous permet de gagner facilement les matchs. Donc vraiment, toute cette partie-là du début de saison, on était vraiment au complet, on a su enchaîner. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça nous a laissé quand même très optimistes sur le reste de la saison. On s'est vu très rapidement, je pense, peut-être trop beau, en disant qu'on avait des chances de faire une très très belle saison, parce que clairement, on roulait sur les équipes contre qui on jouait, même des très grosses écuries comme le Barça. Même s'il y a des circonstances un peu pour cette victoire. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. À l'inverse, ce que j'aime pas, outre le fait du coup qu'on n'a pas réussi à le poursuivre après sur la fin de la première moitié de saison, c'est qu'on ne gagne pas contre les grosses équipes de notre championnat. On a pris 5 points sur le top 6, nos 6 plus hauts adversaires dans le classement. C'est juste pas possible si tu veux viser quelque chose. Même ton objectif qui est le top 3, tu te mets en difficulté parce que tu ne gagnes pas tes matchs contre tes adversaires directs. Et ça, c'est incompréhensible qu'on n'arrive pas à le faire. On peut même l'étendre à la Ligue des Champions où dès qu'on a rencontré les autres grosses écuries, Benfica et Arsenal, on n'a pas su gagner ces matchs-là, même s'il y a des circonstances. Voilà, ça j'aime pas parce que du coup c'est bien beau d'écraser tous les petits, mais il faut aussi aller chercher les gros pour faire directement la différence sur le classement et éviter que toute l'avance qu'on a pu prendre sur le début de la saison, elle s'est fait fondre et maintenant on se retrouve un peu au milieu de cette compétition, de cette course européenne, complètement larguée par le PSG qui est déjà à plus de 10 points. Ouais, je te rejoins assez. D'ailleurs, mon j'aime ressemble un peu au tien. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai quand même la sensation qu'on a une vraie bonne équipe type. Le souci, c'est que on est aussi vachement assujetti aux blessures et en plus, c'est tombé pas forcément sur les joueurs qu'il fallait, particulièrement notre numéro 6, Zakaria, et capitaine en plus. Mais donc voilà, j'ai quand même la sensation que notre équipe type tient plus que la route et qu'avec ça, on peut espérer pas mal de choses. Mais du coup, ce que j'aime pas, c'est le fait que on aura rêvé, certes, mais en fait, on aura rêvé pas suffisamment longtemps puisque le championnat, c'est râpé. On avait encore une chance d'espérer un peu si on avait fait un résultat face au PSG. Et on a été dominé dans les grandes largeurs par cette équipe. Maintenant, il y a un vrai écart. Alors, je ne l'ai plus en tête. C'est quoi ? C'est une dizaine de points d'écart, 10. Non, Patrice ? Ouais, 10. C'est ça. Donc, 10 points, ça semble quand même désormais plus que compromis. Surtout que le PSG qu'on attendait plus faible, il est peut-être un peu dans les faits, mais en tout cas dans le jeu proposé. Mais force est de constater qu'ils ne perdent pas un match. En Ligue des Champions, c'est un autre problème. Mais en Ligue 1, ils continuent de rouler sur la concurrence. Donc, je vois mal pourquoi ils s'écrouleraient en seconde partie de saison. Donc on va se battre pour finir 2e ou 3e, et surtout éviter cette 4e place qui est encore très dangereuse pour nous. Donc voilà, forcément ça va enlever un peu de sel à cette seconde partie de saison qu'on rêvait un peu plus belle, ou en tout cas être toujours dans le coup pour le titre à 2-3 journées de la fin et
À mon avis, ça sera pas le cas. Donc voilà, c'est quand même essentiellement ça mon vrai j'aime pas de cette première partie de saison. Le bilan collectif du coup, Patrice, on va commencer par la Ligue 1, je viens de le dire. Ce qui est très négatif évidemment, c'est que on a certainement dit déjà adieu au titre. Après, on est à 30 points, quasi à la mi-saison, parce qu'il nous reste donc un match à effectuer pour nous, 2 pour nos adversaires, potentiellement 33 points à la mi-saison. C'est malgré tout un peu en deçà aussi des attentes et des espérances. Déjà en début de saison, avant qu'elle commence, c'est sûr qu'on avait des attentes d'aller chercher au minimum la 2e place et d'arriver un peu à concurrencer le PSG, donc vraiment faire une grosse saison à plus de 70 points. Là, ça semble pas être parti pour, en tout cas. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, après les premiers matchs où on a enchaîné les clean sheets, les belles victoires, clairement, on s'attendait vraiment à concurrencer le PSG cette saison, quoi, et pas d'un coup à s'effondrer, à se retrouver même pas à la mi-saison, déjà 10 points de retard. Donc ouais, clairement, on a pris un coup derrière la tête là sur le mois de décembre. Surtout là, on a déjà fait un peu fin novembre, mais surtout décembre, on a perdu énormément de points. On a fait beaucoup de cadeaux à nos adversaires, quoi, donc c'est un peu compliqué. À l'instant T, donc là, j'ai bien le classement devant les yeux. Donc on a égalité de points avec l'OM, mais donc un match en plus. Donc potentiellement, on est à 3 points de l'OM, à égalité de points avec Lille s'ils gagnent. Et donc ils auraient dû, par la même occasion, un meilleur goal average que nous, vu qu'ils sont à égalité au goal average à l'instant T. Donc on est potentiellement 4e. Même quasiment, est-ce que Marseille c'est contre Le Havre et Lille ils reçoivent Nantes. Donc c'est des matchs très abordables pour les deux, quoi. Les deux domiciles. Même si on peut se dire qu'il pas à l'abri. C'est malgré tout. Moi je me méfie énormément de Lyon qui revient très fort et qui va avoir une, voire peut-être 2 recrues qui sont très bonnes. On se demande comment ils font, hein, mais bon, bref. Pas très clair tout ça. C'est pas très clair tout ça. Mais non, mais voilà, c'est que malgré tout, c'est vrai que tu le dis, Marseille et Lille ont des matchs a priori abordables sur le papier, mais au bout du bout, ils sont aussi un peu dans la même situation que nous. C'est que eux aussi pouvaient espérer avoir un coup à faire avec le PSG cette saison, et eux aussi perdent des matchs inattendus, perdent des points, particulièrement l'OM, qui en plus joue pas de compétition européenne. Donc on pensait réellement que cette saison, ils allaient pouvoir être un solide concurrent, et un peu comme nous. Alors, eux, ça a été encore plus rapide. Contre Paris, c'était réglé au bout de 20 minutes, il y avait 3-0 et ils étaient à 10. Mais c'est la faute de l'arbitre. La finalité est la même. Donc, certes, c'est que Le Havre et Nantes, mais bon, voilà. On sait jamais, on a bien vu cette saison. Voilà. Des résultats un peu improbables de nos adversaires. Oui. Donc voilà, le bilan en Ligue 1, il est forcément assez moyen, parce que surtout parce qu'on a beaucoup de retard sur le PSG, et également parce que je pense qu'on tablait sur, après 16 rencontres, être au moins à 33-34 points pour espérer finir on va dire à 36-37 et taper les 70 et partir, être sur des bases de 70 points en fin de saison, et ça sera a priori de toute façon pas le cas. La Ligue des Champions, Patrice, alors là pour le coup c'est très très divisé. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, et puis derrière, patatrac. Ouais, tu te mets très très bien en gagnant contre Barcelone. Alors, un peu aidé par un carton rouge qui prennent très très rapidement, et par un nombre de blessures aussi très important de leur côté. Mais bon, voilà, on sait en profiter. On limite la casse à Zagreb aussi en prenant que 1 point. Parce que je pense que dans d'autres circonstances, on peut clairement être à 6 points après 2 journées. On fait bien le taf derrière sur les 2 matchs qui suivent contre les petites équipes, quoi. Donc on est vraiment très très bien placé à ce moment-là. 4e de mémoire, je crois qu'après 4 journées, on doit être. Ça doit être ça, ouais. Donc c'est 3 ou 4, je sais plus. Mais voilà, on est vraiment très très bien placé, et on peut avoir des espoirs. On rencontre Benfica qui est un peu Michig-Mirezin, je crois qu'ils sont à 2-2 à ce moment-là, 2 victoires, 2 défaites. Voilà. Et voilà, il y a les circonstances du match qui font que malheureusement on laisse passer complètement ce match, alors qu'on peut clairement les prendre ce jour-là, et que l'arbitrage fait en sorte aussi que on perd pas, on gagne pas de points sur ce match. Et forcément derrière le déplacement Arsenal, c'était compliqué. Oui. Déjà on avait des absences très importantes. En plus d'aller jouer une équipe qui est vraiment en très très bonne forme actuellement, et on l'a bien vu, de toute façon il n'y a pas photo entre le niveau des 2 équipes, quoi.
Ouais, Donc c'est maintenant, il nous ça. reste encore 2 matchs, et c'est pas le plus simple non plus. Entre Aston Villa qui perd quasiment jamais, qui a une défense ultra solide, et puis l'Inter qui, pareil, qui est deuxième, je crois, en Ligue des Champions. Ça doit être eux derrière Liverpool. Je crois, ouais. C'est à Ouais, ils vérifier, mais sont du coup, très très performants. On peut espérer que du coup, ils soient largement sûrs d'être voilà. qualifiés et qu'ils puissent un peu peut-être laisser un peu de laisse sur ce dernier match. Mais Parce c'est que chez eux. je crois que le calcio est assez serré, donc ils ont certainement des points à prendre aussi de ce Mm. côté-là. Mais bon, on verra, ça sera la dernière journée. Déjà, il faut faire le taf face à Villa, mais très clairement, je pense que Ouais. les vrais regrets, ils sont face à Benfica, où tu avais le match en Ouais. main, où tu te fais quand même clairement un peu enfler par l'arbitrage, même si, et je l'avais dit pendant le débrief, tu te dois aussi de garder ton sang-froid et de ne pas Mm, prendre mm. autant de cartons jaunes stupides en très peu de temps. Plus l'expulsion derrière de Singo, sévère certes, mais bon, qui peut se donner. La défaite à Arsenal, voilà, il y a beaucoup d'absences, même avec l'équipe type. Je ne sais pas si Ça aurait été vraiment dur. on aurait pu espérer quelque chose, mais ça reste une déception parce que c'est des grands matchs européens. Dans notre histoire, on a été capable de sortir des grandes perfs. Bon, voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Zagreb, c'était les conditions particulières, et Bologne, tu t'en sors quand même, faut pas l'oublier, hein, à la toute Oui. fin de match, sur un corner, dévié Mbolo, Kerrer qui met le pied, plutôt mérité sur l'ensemble de la rencontre, mais voilà, ça te faisait partir vraiment sur des super bases, et c'est vrai que là maintenant tu te retrouves avec 10 points, il faudra battre impérativement Villa. Est-ce qu'on peut toujours viser les places 1 Même à un point, hein. 8? Un point, on s'assure la qualification Oui, avec 11 points. ouais, mais j'ai envie Oui, si on d'espérer un peut peu finir, plus haut. je dis ça parce que je joue au match, donc je serais plutôt content de voir une victoire, hein. Même si Mais ça sera pas simple, hein. je pense pas que ça changera grand-chose dans la qualité de l'adversaire, parce que il y a tellement Non, d'équipes, tellement de classements tellement de que tu gros peux très ouais, bien qui sont mal classés que. ouais, voilà, tu peux très bien te retrouver avec un meilleur tirage en Mm. finissant en deuxième partie qu'en finissant en première partie. Après, entre 1 et 8, il faut gagner les deux derniers matchs, c'est Ouais. l'obligation, parce que je pense que ça se jouera aux alentours des 15-16 points, peut-être 16. Donc ça veut dire gagner les deux matchs. Ça, je pense quand même que ça semble plus que compromis. Mais bon, voilà. Déjà, battons Aston Villa, et Mm. ça nous permettra au moins d'espérer avoir ce barrage avec le match retour à domicile, ce qui malgré tout est toujours un petit avantage, même si encore une fois, l'adversaire, ça sera très variable. Et enfin, la Coupe de France, bah, c'est le moment d'en parler maintenant, Patrice, très très rapidement. On a joué notre 32e de finale, donc juste avant les fêtes. Match remporté 3-1, c'est ça? 4 On a de mémoire. 4-1. On 4 a de raté mémoire. tellement de choses que je sais même plus. Mais voilà, Ouais, ouais. Ouais, globalement, 4-1, c'est ça. globalement, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir du match, c'est qu'on ne l'a pas débriefé, mais si je l'avais débriefé, c'est quand même un match plutôt solide de notre part. On s'est pas fait peur, on jouait une équipe bien inférieure à nous. La chance qu'on avait, c'est qu'on jouait dans un vrai stade, c'est quand même pas mal. Mm, Mais mm. le match, tu le domines de A à Z. Par contre, une nouvelle fois, c'est pas possible, quoi. Là, pour le coup, il te faut vraiment 15 occasions pour en foutre 4. Tu auras 2 pénaltys. 2 Mais pénaltys, même, c'est quand c'est même. ça le problème, ça met clairement en évidence nos problèmes cette saison, quoi. C'est même contre une équipe qui joue 3 niveaux plus bas que toi, t'arrives toujours pas à finir tes actions, quoi. Ce match-là, tu vas gagner 6-7-0 facilement, parce que clairement, t'es le milieu de terrain te permet de te créer énormément d'occasions, ce qui font la différence. Il n'y a pas photo. Donc tu te Oui, crées ces occasions, mais et tu dois arriver à avoir des attaquants qui finissent le travail, quoi. Et non, tu vois, même au-delà des 2 pénaltys qui sont arrêtés, le reste des actions qu'on met à côté, c'est même pas cadré. oui. Bon, le gardien fait des beaux arrêts des fois, mais il y a des actions où tu es juste devant la cage, tu trouves le moyen de tirer à côté, quoi. Et, voilà. Et sur un match contre une équipe qui joue 3 niveaux plus bas que toi, quoi. C'est pas normal d'arriver autant à gâcher des occasions, quoi. Et si je dis pas de bêtises, tu prends un but sans coup de pied arrêté. Ouais. Bon, C'est après, c'est à pareil. un moment donné où il y a eu pas mal de changements et tout, Oui, mais peut-être bon, un peu moins. Donc c'est voilà, bon. Mais c'est pas oui, tu non le plus prends tout notre à fait grande force, sur. quoi. C'est pas non plus notre Ouais. grande force, quoi. C'était dans ce sens-là, c'est que Mm, mm. depuis le début de saison, on est bon sur coup de pied offensif, arrêté offensif, mais par contre, on est quand même assez Ouais. friable sur coup de pied défensif. Et même contre une équipe bien moins classée que nous, bah, ils trouvent la solution sur coup de pied Mm, arrêté. mm. Donc évidemment qu'à ce moment-là, il y avait 3-0 du coup, que bon, c'était pas. Mais voilà, ça reflète quand même également un petit peu
nos errances de ce début de saison. Et Voilà, surtout, donc, c'était les titulaires. Ouais, c'était l'équipe titulaire quasiment. ah oui, ça, par Bon, contre, hormis c'était pas mal de blessures qu'il pouvait y avoir, quoi. Mais on n'a pas envoyé non plus une équipe très très jeune où on pourrait comprendre qu'on gâche beaucoup non, mais, d'occasions. Là, c'était vraiment quand même non, nos mais, gros attaquants, Minamino, Mbolo, Iñakina, qui n'ont pas réussi à trouver les quatre, quoi. au bout du bout, tu fais un bon match. Oui, parce que t'en mets quand même Ah, parce que 4, t'es plus fort. mais Bah par ouais, contre, t'es tu dois en clairement marquer plus beaucoup fort, quoi. plus. Mais on a Mhm. déjà connu aussi des matchs comme ça contre des équipes à peu près de ces classements-là où tu galères un peu plus, où tu te fais un peu plus peur, où tu gagnes que 1 ou 2-0, avec vraiment un contenu de mecs qui ont juste pas envie d'être là. Là, c'était pas le cas. Je trouve qu'on a plutôt fait un bon match. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas été bon à la finition, et malgré tout, t'en mets 4. Donc tu peux pas dire que c'est un mauvais match Et dans le contenu. Les mecs étaient quand même concernés, avaient envie de bien finir cette année Le pire, c'est que 2024. dans le débrief du PSG qu'on fait les pronos, je parle de ce match en disant j'espère que UTR va nous mettre les titulaires au maximum pour justement qu'ils jouent un match facile et qu'ils gagnent de la confiance en pouvant en mettre des buts et tout, quoi. UTR fait ça et derrière, c'est encore pire. Les attaquants trouvent le moyen de perdre de la confiance contre une équipe en bois, quoi. Je m'excuse pour l'Union Saint-Jean, mais voilà. Oui, bah, bien sûr. Et en fait, ça n'a pas fait du tout l'effet qu'on pouvait espérer, quoi. Les attaquants, je pense pas que ça leur a remonté le Non. moral avant les fêtes et tout. Je pense que clairement, ils ont toujours la tête dans le sac, dans le seau, et que ça va être compliqué. Là, il faut vraiment. Non, J'espère vraiment clairement. qu'une recrue arrive, ne serait-ce que pour leur bouger le cul, quoi, qu'ils sentent leur place en danger un peu offensivement, quoi, et qu'ils essayent de se remettre un peu droit. Parce que clairement, on sait qu'ils ont le talent, quoi. Ils savent mettre des buts, ils savent cadrer, quoi. Mais arriver à mi-saison à peine avoir 33% de tirs cadrés sur tes 3 attaquants, quoi, c'est pas possible, quoi. On a le pire ratio de toute la Liga, et je suis sûr qu'en Europe, on doit être parmi les pires aussi, quoi. C'est fort probable, c'est fort probable. Donc ouais, clairement ce match, moi, encore une fois, je l'ai pas trouvé mauvais dans le contenu, mais par contre c'est vrai que sur l'aspect efficacité, et particulièrement pour nos attaquants, ça les a priori pas remis dans le bon sens. Le petit bilan maintenant donc des recrues, Patrice. Bon, on va commencer par la recrue positive, hein, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est Lamine Camara qui fait plutôt une vraie bonne partie de saison. Il avait commencé très fort, derrière ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu une suspension qui l'a un peu cassé dans son élan, une blessure aussi. Enfin, une blessure, on n'a pas trop compris si c'était passé réellement sur un chaos un peu bizarre. Malgré tout, c'est un très jeune joueur et il a quand même su rapidement se mettre au diapason de l'équipe, marquer un but capital face à Montpellier pour pas gâcher la fête, hein, on le rappelle. Donc moi voilà, j'ai vraiment envie de considérer, je pense que c'est même l'évidence, Lamine Camara comme la vraie bonne recrue de ce mercato. Bah oui, de toute façon, on va parler des autres, on va vite voir qu'il y a un énorme Oui, écart d'appréciation. c'est pas faux. Mais oui, clairement, c'est même au-delà d'être la bonne recrue de ce mercato, c'est une très très bonne recrue, hein, parce que le joueur, comme tu le dis, il est tout de suite opérationnel, il a une très bonne entente avec Zakaria, je trouve qu'ils sont très solides les deux, ça fait une très belle paire. Dès qu'il joue, ça fait de très bons résultats. Surtout, il est très très jeune, quoi. C'est-à-dire qu'il est plein de promesses et tout. Tu sens qu'il en a encore sous le pied, qu'il peut évoluer. Quelques matchs où il est en dessous, où on est obligé même de le sortir à la mi-temps parce que clairement il n'est pas dedans. Voilà. Oui, Mais pour moi, après, le gros bémol, ça va être attention les cartons, comme il faut beaucoup de fautes. À la mi-saison, il est déjà à 9 jaunes et un carton rouge. Ça fait quand même beaucoup à la mi-saison. Donc, pas mal de ouais. suspensions. Voilà. On a réussi, par miracle, à faire que Zakaria prenne pas trop de cartons. Bon, malheureusement, c'est Bah, des blessures qui l'handicapent. il Voilà. a raté 9 Non, matchs. mais Hein, même ouais. sur les matchs qu'il joue, il en avait quasiment Oui, pas pris cette c'est vrai, saison, c'est vrai. alors que l'année dernière, c'était tous les 2-3 matchs, il prenait son petit carton, quoi. Donc, on avait réussi à ce qu'un de nos milieux arrête enfin ça. D'ailleurs, Golovin aussi. Malheureusement, là, c'est Camara qui prend un peu le flambeau et qui prend des cartons très, très régulièrement. Bah, là, c'est tous les 2 matchs. Hein, et qui fait, malheureusement, ça lui fait rater des matchs. Et malheureusement, c'est vraiment des postes clés où on a vraiment besoin des deux là. C'est ça, mais c'est vrai qu'on n'en a pas, enfin j'en ai pas parlé en tout cas moi dans mon j'aime pas, mais je crois que c'était puis c'était en mi-saison ou en fin de saison dernière, c'était un de nos j'aime pas malgré tout, le fait qu'on prenait beaucoup de cartons, et jaune et rouge confondus, et là tu l'as dit, c'est vrai que Zakaria il y a peut-être eu un peu mieux, Golovin aussi, moins de sautes d'humeur, mais on en parlera quand on fera le conseil de classe, mais malgré tout,
voilà, on en a eu des matchs où on s'est plombé avec des rouges Ouais. ou avec des cartons bêtes. Coucou Anderson, coucou Singo. Donc, malgré tout. Coup de Thésée. Coup de pied dans la tête, là. Celui-là, il était exceptionnel en plus. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ça semblait être un peu mieux sur le début de saison, mais c'est vrai qu'on est un peu retombé dans nos travers. 2 autres recrues jeunes, celle-ci, Ileni Kena, Mawissa. Bon, demande à en voir plus. Je pense que les deux, on a vu des choses plutôt positives. Ileni Kena, il y a évidemment ce but capital qui nous permet de battre le Barça. Il montre certaines choses intéressantes de haut but. Il est très très jeune, encore une fois. Il a 18 ans. Mawissa est guère plus vieux, mais il est quand même un petit peu plus. On l'a un peu trimballé, défense centrale, poste de latéral gauche. Il a soufflé un peu le chaud et le froid, un peu les deux. Voilà, c'est des jeunes joueurs. C'est pas exceptionnel, mais ça n'a pas été des vraies plus-values, en tout cas, sur ce début de saison. Pour moi, de toute façon, c'est des joueurs qui sont là pour préparer l'avenir, quoi. C'est pas les joueurs qui sont titulaires, ni même premiers remplaçants. C'est des joueurs qui sont là pour combler dans l'effectif. Malheureusement, Ileni Kena se retrouve deuxième attaquant. Et voilà, pour moi, c'est plus la troisième option qui doit avoir un peu de temps de jeu pour progresser, pour apprendre avec le groupe et tout. Là, du coup, on le demande beaucoup trop. Au même titre que Mawissa qui se retrouve à devoir jouer latéral. Certes, il a peut-être déjà joué à ce poste-là et tout, mais on voit rapidement quand même que c'est pas son poste, c'est pas ses repères, et qu'il nous fait des meilleurs matchs quand les défenseurs centrales. Après, voilà, c'est des joueurs dans la rotation qui peuvent apporter quand on a des besoins. Moi, je trouve que c'est très bien comme ils sont utilisés. Sauf quand, du coup, on les propulse un peu trop titulaires, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, quand ils font des rentrées en jeu, je trouve qu'ils sont intéressants. Quand ils sont titulaires, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que les blessures, la blessure de Balogun a projeté Ileni Kena beaucoup plus haut dans la hiérarchie, enfin beaucoup plus haut. Il lui a fait sauter une place. Et Mawissa, lui, c'est plus la méforme des latéraux gauches, que ce soit Caio qui peine à revenir, ou Ouattara qui est plus trop dans les plans de buteur, ou en tout cas comme titulaire, ça c'est une certitude. Donc il s'est aussi retrouvé un peu plus titulaire que prévu, pas forcément au poste attendu. Donc voilà, c'est vrai que si c'était seulement des joueurs de rotation pour des fins de match ou match de Coupe de France, ça serait une chose, sauf qu'on a dû les utiliser, je pense, plus que prévu. Et donc, oui, là, on voit un petit peu leurs limites. Et la dernière recrue, Patrice, c'est Jordan Thésée. Pour le coup, on en attendait un peu plus, parce que le CV est quand même un petit peu plus, un peu plus fourni, un joueur un peu plus aguerri. Et je pense qu'à mi-saison, pour l'instant, c'est un échec total. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le pire, c'est qu'il commence bien. Je trouve qu'il fait des belles entrées contre Lyon et contre Le Havre. Où je trouve qu'il apporte énormément offensivement, quoi. Il tient bien son ballon, il est capable de progresser avec, d'amener du danger. Et par contre, dès qu'il a été mis titulaire, il fait 3 matchs, et 3 matchs, c'est une catastrophe. Contre Lens, contre Nice, contre Reims, où il n'est pas dedans. Pourtant, ces 3 matchs-là, on fait des matchs nuls, ce qui n'est pas terrible, mais on prend peu de buts, parce que du coup, c'est 2-0-0 et le 1-1 contre Lens, donc c'est pas même trop des problèmes défensifs. Mais ne serait-ce que son carton rouge qu'il prend, quoi, où tu vois, il n'y a pas de réflexion, quoi. Il veut aller chercher un ballon, il envoie son pied dans le visage de l'adversaire. On a déjà heureux qu'il ait pris que 2 matchs, quoi. Il aurait pu en prendre bien plus là-dessus. Oui. Donc voilà, en fait, ça porte pas confiance. C'est-à-dire que quand tu le vois jouer des petits bouts de match, des petites entrées, ça peut aller, quoi. Mais dès que tu le fais jouer 90 minutes, c'est tout de suite compliqué. Donc ça ne te pousse pas à dire on peut faire souffler Vanderson et on peut l'utiliser, parce que à chaque fois c'est assez compliqué, quoi. Alors oui, il a été très bon contre Saint-Jean, et surtout dès qu'il est passé au milieu de terrain, mais bon voilà, la diversité et le fait qu'en face les mecs ils avaient déjà ça avait mi-temps, donc il y avait déjà les mi-temps dans les jambes, très rapidement il a pris le dessus. Il a fait un très bon match, il a mis son but, puis une passe décisive, provoqué un penalty, donc oui, il fait un très bon match, mais bon, on peut pas prendre ça. Il faut voir l'adversité qui est en face. Pour moi, il ne faut même pas réfléchir pour le mettre au milieu de terrain. Non, il faut aller chercher un milieu de terrain. Ça peut être une option si on a des blessures et qu'on ne sait pas comment faire pour bidouiller. Voilà, lui, il a l'air d'avoir quand même le potentiel pour pouvoir dépanner à ce poste. Mais c'est pas non plus
lui qui va être notre numéro 3 ou 4 cette saison. Hein. Voilà. Donc j'espère que c'est un peu une adaptation qui est un peu compliquée pour lui, pour arriver à trouver ses repères et dans la Ligue 1 et dans le jeu que Uther propose et avec ses partenaires. Parce que comme tu le dis, il avait quand même un beau CV, il a fait des très bonnes références au niveau du PSV. Pas de raison qu'il ne réussisse pas à proposer mieux que ce qu'il a fait les fois où on l'a titularisé, quoi. On verra, ouais, sur la deuxième partie de saison, mais oui, est-ce que réellement c'est une solution, ce repositionnement au milieu? Clairement, on peut pas dire après, malgré une bonne prestation, mais tu l'as dit, face à une telle adversité. Malgré tout, c'est peut-être une solution à trouver parce que sur le poste de latéral droit, entre Vanderson, potentiellement Singo, même si ça plaît pas à tout le monde, hein, mais bon, moi je continue à dire que c'est là que j'ai envie de le voir évoluer. Diatta qui revient. Rappelons-le, un latéral aux yeux de Uther. Donc pourquoi pas, écoute, ça, de toute façon, ça pourrait, si ça fonctionne pas, bah tant pis, mais je le vois en fait difficilement avoir du temps de jeu à droite, donc alors qu'au milieu de terrain, il y a peut-être plus cette possibilité-là, donc à voir. Clairement, on n'en a pas vu assez, mais ça peut potentiellement être une solution qu'on sera amené à revoir, et là du coup, on en saura un peu plus face à minima des équipes de Ligue 1. Le conseil de classe, Patrice. Donc, je crois que c'est la 3e année qu'on fait ce petit exercice pour se différencier un peu des awards. Donc, on va commencer par les félicitations. Donc, les félicitations, c'est pas forcément le meilleur joueur. Ça peut l'être, mais c'est aussi un joueur qu'on a envie, tout simplement de féliciter donc pour ses prestations que t'es pas forcément attendu à un tel niveau, pour une éclosion, pour une explosion, pour des buts importants dans des moments clés. Bref, il peut y avoir différentes raisons. Et je crois qu'on est partis tous les deux sur les 2 petits jeunes donc de nos milieux offensifs. Et toi, je crois que je t'ai pas trop laissé le choix parce que j'ai pris Akliouche. Donc, t'es parti sur Ben Seguir. Non, mais je pense que j'aurais dit Ben Seguir aussi, parce que moi, je l'attendais pas aussi haut cette saison. Peut-être le fait que l'année dernière, il a été blessé 2 fois, et que, du coup, à chaque fois, il a dû revenir physiquement et tout, c'est assez compliqué. Je m'attendais pas qu'il puisse enchaîner comme ça en plus après avoir joué avec le Maroc, joué aux Jeux Olympiques, enchaîné après avec nous, la Ligue 1, la Coupe d'Europe tout de suite, enchaîner tous ces matchs. Et il fait quand même de très très belles prestations. Bon, il y a des petits matchs un peu en dessous, mais clairement, il est allé chercher une place de titulaire. Il a déplacé Golovin, qui joue maintenant soit à milieu offensif, soit il joue en position de 6. Alors que pour moi, clairement, Golovin, là où il joue le mieux, c'est quand il est sur son couloir. Donc voilà, ça prouve la force qu'a ce petit jeune actuellement, qui prend de plus en plus de responsabilités, qui tire même les pénaltys maintenant. Donc voilà, je le félicite pour ce début de saison, qui est vraiment très très bon et qui fait voir vraiment qu'on a eu raison de miser sur lui. Et qu'on commence un peu nous envier, parce qu'on voit de plus en plus de rumeurs sur lui, sur des clubs qui seraient intéressés pour déjà l'acheter. Ouais, et pas que lui, parce que du coup tu vas pouvoir en parler du deuxième qui lui aussi est très 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 demandé en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même problème, en tout cas pour le côté potentiel départ. De toute façon, il faut pas se leurrer, hein, c'est certainement des joueurs qu'on va perdre cet été. J'espère au moins les garder 1 an de plus. Mais oui, moi je suis parti sur Akliouche, alors il est un peu plus vieux, donc malgré tout son explosion est un peu plus tardive. Mais voilà, je trouve que vraiment il fait une excellente saison. Lui, mais aussi parce qu'il est plus âgé, contrairement à Ben Seguir. Ça lui pose pas de problème de jouer les 90 minutes des matchs. Il tient globalement bien, quasiment à chaque fois, le rythme 90 minutes. Il a marqué évidemment ce but exceptionnel face à Barcelone qui a bien lancé notre saison en Ligue des Champions. C'est un joueur vraiment que j'aime bien voir évoluer parce qu'il est élégant, il est certain peut-être un peu moins dribbleur 1 contre 1 que ne l'est un Ben Seguir, mais je préfère voilà, son style. De toute façon, on en a longuement parlé lors des différents débriefs. Il faudrait faire une vérification pour voir combien de fois et on l'a mis homme du match, mais il doit certainement être dans le top, tout comme dans la notation moyenne chez toi, Patrice. Ouais. Donc Akliouche, voilà, pour moi, c'est vraiment le joueur à féliciter de ce début de saison.
malgré tout, et je le précise maintenant, pour moi, c'est pas le meilleur joueur. Pour moi, le meilleur joueur, c'est Zakaria. Mais je ne mets suis pas d'accord. Zakaria parce que quand tu rates 9 matchs sur 23, c'est ça que tu me disais, Mm. bah il y a quand même un vrai problème. C'est que quand il est là, il n'y a pas de débat, c'est le taulier, c'est le patron. Par contre, quand tu as raté 9 sur 23, ça fait, je sais pas, soit 40% des matchs, hein, peut-être un peu moins, bah c'est beaucoup trop. Donc il ne peut être félicité pour cette première partie de saison. Donc c'est pour ça, voilà, je vais partir plus vers Marnès à Cliouche. Puis de blesser 2 fois à l'échauffement, quoi. Genre, comment c'est possible de te blesser 2 fois à l'échauffement, quoi. Ça, c'est- Après, bon, je pense que malheureusement pour nous, il est sujet aux blessures et il est fragile. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans le bilan Mercato, on avait dit, bah voilà, on a la sensation qu'il nous manque un œuf parce que on est un peu court avec seulement 3, dont un, Mbolo, qui se blesse souvent. En l'occurrence, ça n'a pas été trop le cas avec Mbolo, mais c'est tombé sur Balogun, et pour le coup, Bah. grave blessure, avec un retour bien trop tôt, ce qui fait qu'au final, on a perdu énormément de temps. Ça, c'est magnifique. Une gestion quand même sublime, parce qu'au final, au lieu de ne pas l'avoir pendant 3 mois dès le début, on risque de ne pas l'avoir pendant 5 mois. Au bout du bout, parce qu'il est revenu pendant 2 matchs, hein, je crois, mais bon, voilà. Ah ouais, non, bah, il a Voilà. quasiment pas joué. Ouais, ça, ouais, il est entré en jeu et après titulaire contre Marseille, et du coup, après, on apprend qu'il peut plus jouer. Donc un choix catastrophique. Et pareil au milieu de terrain, qu'on était un petit peu court et que là, pour le coup, on était sujet aux suspensions. Bah, là, c'est une blessure aussi qui est tombée sur Zakaria. Et également, tu en avais parlé, les suspensions de Camara. Donc voilà, au final, on n'est pas des génies. Hein. À peu près tout le monde, je pense, avait vu ça, sauf visiblement Skuro et le board monégasque, parce que ça semblait assez évident qu'on aurait un problème potentiel à ces 2 postes de jeu si on avait des absences. Et ça n'a pas raté. Voilà, je le redis, on a une super équipe type. Par contre, dès que tu commences à taper sur le 12, 13, allez, je vais quand même être un peu plus gentil, le 14, 15e mec, bah, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà. Les encouragements maintenant, Patrice. Moi, je suis parti sur Lamine Camara. On en a parlé, hein, sur le côté meilleur recrue. Très clairement, pour moi, c'est des encouragements parce que très jeune joueur qui a dû donc trop souvent être le leader au milieu de terrain. Ça n'a pas toujours été parfait. Clairement, ça a été mieux quand il était accompagné de Zakaria, mais c'est fort logique. Mais voilà, j'en espérais mieux. On peut toujours espérer mieux, mais c'est en tout cas ce que j'espérais pour lui sur cette première partie de saison. Et donc, il remplit à peu près tout. Voilà, le seul petit bémol, comme tu l'as dit, c'est la discipline. Mais bon, ça mérite quand même pour moi, en tout cas, les encouragements. Alors, de mon côté, pour les encouragements, ce sera pour Magassa. Parce que clairement, je ne l'attendais pas à ce niveau sur certains matchs. Oui. Il a démontré qu'il pouvait avoir un très très bon niveau quand il était titulaire au milieu de terrain. Alors pas sur tous les matchs, malheureusement, voilà, c'est encore un peu dedans. C'est pour ça que c'est des encouragements, c'est pour qu'il arrive à être un peu plus constant sur ses performances. Clairement, on voit vite la différence, c'est quand il joue avec Zakaria ou quand il joue avec Camara. Je pense qu'il a un profil qui est trop différent de Zakaria pour le faire jouer comme Zakaria. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas quand il est avec Camara. Voilà, donc je pense que c'est pas un joueur qui va porter le ballon, le monter et tout, comme peut le faire à Zakaria. C'est pas un box-to-box. Il a plus un profil comme Camara, et du coup, qu'on a les deux qui sont ensemble, bah, ça se marche un peu dessus. Ça a du mal à faire les transitions, à faire monter le ballon. On a un peu des profils un peu trop récupérateurs. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on a cette image qu'il fait des mauvais matchs et tout, mais je pense que c'est juste qu'il a un peu perdu à ce moment-là, parce qu'il a du mal à Il a fait les deux. jouer le rôle qu'on lui demande. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a été très up and down. Il y a des fois où Ouais. où on s'est dit, bon, bah, Magassa, c'est bon, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis derrière, il nous faisait 1 ou 2 bonnes prestations et on se disait, ah, bah, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il a Puis même c'est vraiment été des top très du bonnes match. prestations, quoi. Oui, il tient très bien le ballon, il sait très bien il sait très bien le Très faire fluctuant. circuler et tout. Ouais, mais donc, Et moi, pour moi, c'est encourageant. Je vois ce que peuvent voir les dirigeants, qui fait que peut-être ils n'ont pas voulu recruter au milieu de terrain en se disant non, on va donner du temps de jeu à ce joueur et tout. Même si pour moi c'est quand même une connerie, qu'il fallait quand même recruter un joueur qui est du niveau des 2 titulaires. Mais je comprends qu'il lui laisse de la place, parce que ouais, je vois il y a du talent et il faut arriver. Il est encore jeune, hein, donc il faut arriver
le faire mûrir et ça peut devenir un très bon milieu de terrain. Moi, il y a un énorme truc pour moi à gommer chez lui, et je crois que j'en parlais, c'était surtout lors du match d'Arsenal. Ça m'a sauté aux yeux. Il me rappelle Badiachil, en fait. C'est qu'il est d'une Les sauts de nonchalance. concentration. Les Ah. sauts de concentration, la nonchalance, les petites passes en retrait complètement foirées. D'ailleurs, hein, petite parenthèse, Disasi on a encore fait une sublime là, lors du Une dernier belle passe match. décisive. Ouais. Même si, bon, il faut reconnaître que derrière, le joueur joue bien le coup et les défenseurs ont le temps de se replacer, mais c'est quand même lui, à l'origine, qui fait une passe catastrophique en retrait. Donc voilà, il me fait penser un peu plus pour le coup, à Badiachil en plus, parce que les deux formaient chez nous. Donc c'est pour ça que, oui, je peux te rejoindre sur le côté encouragement, mais il va vraiment falloir faire beaucoup mieux quand même pour valider tout ça et pour potentiellement que ça soit un joueur d'avenir, parce que lui, pour le coup, je pense pas qu'on va être submergé par les demandes d'autres clubs, à moins qu'ils nous fassent quelques matchs de Ligue des Champions de fou malade, parce qu'en plus on sait très bien que c'est quand même essentiellement là où les joueurs sont vus, particulièrement par les autres nations, oui, et donc par les autres clubs. Voilà, on a fait le tour, on peut passer maintenant aux avertissements conduite et ou travail. Moi, mon avertissement travail, il est évidemment pour Bril Mbolo, que j'adore, hein. J'adore Mbolo, j'adore son profil, j'adore ce qu'il est capable de faire en tant que passeur d'ailleurs, et on en parlait avant l'émission, c'est notre meilleur passeur décisif avec 5 passes, donc ça c'est très bien. Il est vraiment intéressant quand il lance ses coéquipiers, quand il le joue en déviation, il pèse physiquement sur les défenses, même si c'est quand même certainement un peu moins bien qu'avant sa blessure, et ça peut malgré tout un petit peu se comprendre. Par contre, va falloir marquer des buts, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir cadrer, il va falloir travailler à la finition, parce que là, c'est pas possible, quoi. Seulement 4 buts par rapport au nombre de vraies grosses situations de buts qu'il a eu. Il devrait à minima être à une petite dizaine avec tout ce qu'il s'est procuré. Donc voilà, là il y a vrai gros problème pour Brel Mbolo. Alors est-ce qu'il doit impérativement jouer avec un second attaquant? Possible, sauf que en l'état, c'est pas possible, parce qu'on n'en a pas de second attaquant. Enfin, on n'en a qu'un, et donc du coup après t'as plus personne. Donc voilà, Brel Mbolo, clairement avertissement travail pour la finition devant le but. Le reste, encore une fois, j'aime bien ce qu'il propose. De mon côté, l'avertissement, c'est pour Singo. Alors, c'est clairement pas pour son niveau de jeu, parce qu'il est vraiment très bon encore cette saison. Oui. Il me fait vraiment très plaisir là-dessus. Non, l'avertissement, c'est juste au niveau de son engagement. Ça On fait ne plusieurs met matchs. pas le pied dans la tête des gardiens adverses. Je pensais pas même bien, pas plus ça. à cette action-là. Je Je pense même pas à cette action-là, parce que là, clairement, c'est même pas un excès d'engagement. C'est que voilà, il y va, il met sa frappe, et il y a le pied qui est là, et je pense pas qu'il s'attende à ce que le gardien vienne à ce moment-là. Mais non, c'est plus dans son jeu défensif. L'accès d'engagement qu'il peut faire en allant à jouer l'épaule contre épaule contre son adversaire. On a vraiment l'impression qu'il veut faire mal à son adversaire. Pas physiquement, hein, mais mentalement. Il veut vraiment lui faire voir, c'est moi le boss, je prends le dessus sur toi, et il veut l'écraser, quoi. Et il va vraiment avec toute sa force et il déboîte les joueurs. Et il a pris quand même pas mal de cartons jaunes à cause de ça. Beaucoup d'avertissements de la part des arbitres. Des cartons rouges maintenant. J'ai peur qu'en fait ça commence à lui nuire et qu'il soit un peu catalogué comme un joueur brusque, dangereux, et que les arbitres commencent à sortir un peu trop rapidement les cartons contre lui pour le calmer. S'il pourrait nous faire très mal, s'il commençait à être suspendu aussi. Donc voilà, c'est juste que il n'y a pas besoin, à mon avis, qu'il soit autant dans le combat. C'est très bien, hein, j'adore ce côté combattant qu'il peut avoir, mais là, ça fait beaucoup trop, je trouve. On pourrait faire une compile des actions qu'il fait quand il va déboîter les adversaires sur les touches ou à l'engagement, quoi. C'est assez... Donc t'es plus sur un avertissement conduite, du coup. Oui, sur la conduite, ouais. Non, pas sur le jeu, clairement pas, qui continue sur le jeu. Voilà. L'affiche, c'est très bon. Hein. Non, très bon défenseur. Moi qui disais qu'il le voulait latéral, clairement sur ce qu'il propose en défense centrale, mais oui, clairement, je comprends qu'on ne le mette pas sur le côté. Oui. Très bien en défense centrale. Oui, non, mais encore une fois, moi, je dis pas qu'il est pas bien en défense centrale. Je dis qu'il faut faire des choix et que, même si Salissou dernièrement était un peu décevant, hein, si ce n'est pas un peu endormi,
Donc c'est vrai que ça va pas trop dans ce sens-là. Mais bon, moi je tiens à Kerrer plutôt axe droit, donc en fait tout ça c'est compliqué. Moi mon avertissement conduite, j'ai envie de le mettre à Vanderson, qui pareil, alors, moi je l'avais mis comme étant le flop de la saison. Très clairement c'est pas le cas, parce que je pensais qu'il allait perdre sa place de titulaire, et c'est pour ça que pour moi ça serait le pire joueur des joueurs importants, hein, parce que taper sur Matarazzo évidemment c'est un peu facile, mais bon, pas grand intérêt. Ou un Crépin Diatta. Donc c'était pour ça que j'étais plus parti sur lui. Force est de constater que c'est pas du tout le cas et qu'il fait plutôt une bonne première partie de saison. Par contre, il a toujours ce problème de nervosité. Voilà, il y a évidemment ce rouge en point d'orgue face à Nice, mais pas que. Il est souvent à la limite, il s'agace beaucoup, il répond souvent quand ses adversaires sont à la limite dans l'engagement. Et autant Singo, ouais, t'as la sensation que lui, c'est vraiment parce que il a un physique de Golgoth et que de temps en temps, il le contrôle pas trop bien. Mais tu le dis, voilà, peut-être qu'il cherche à faire mal, mais c'est dans le sens où il cherche à s'imposer physiquement. Oui, Anderson, c'est t'as la mal sensation- mentalement. Je dis. Vanderson, t'as la sensation que c'est un peu plus coup de pute, que c'est un peu plus pour faire mal. Et donc voilà, faut qu'il fasse attention à ça. Ça fait très longtemps qu'on l'a remarqué. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que je le répète. Et c'est encore un problème qu'il doit régler s'il veut vraiment franchir un cap, être capable de garder son sang-froid et de ne pas s'exposer à des avertissements bêtes. Voilà. Est-ce que tu as un autre avertissement Est-ce que tu en as un travail, du coup, que tu n'as pas donné? Non, bah, pour moi, c'est le même que toi, c'est Mbolo, quoi. C'est lui qui clairement doit travailler pour revenir au niveau qu'il nous a fait voir il y a 2 saisons de ça, hein, parce qu'il a sa saison blanche. Je te rejoins tout à fait. Les années précédentes, on avait fait aussi la section redoublement, à savoir le joueur dont on voulait se séparer. J'ai regardé vite fait l'émission de l'année dernière, il y avait du Gelson, hein, qui était complètement à la cave et qui d'ailleurs était parti. On avait Matarazzo, qui avait été prêté, du coup, si je dis pas de conneries. Non, on Oui. n'avait pas prêté. Ouais, ça en Belgique. Mais En bon, Belgique, ouais. il est revenu, hein, lui, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Donc, mais bon, est-ce que réellement il mérite toujours cette place dans redoublement? On ne l'a pas beaucoup vu. Oui, quand on le voit, c'est pas exceptionnel, on le sait. Bon, voilà, moi, j'ai perdu un peu espoir avec ce joueur. Peut-être que s'il part ailleurs et qu'il a du temps de jeu, on aura des micro-regrets, mais j'ai quand même du mal à y croire. Est-ce que tu as d'autres joueurs de toute façon, tu le vois bien qu'il est très très peu utilisé par. C'est ça. Même quand on a vraiment des difficultés au milieu de terrain et qu'il nous manque beaucoup de joueurs, voilà, il faut vraiment qu'il y ait 2 absences pour qu'il soit propulsé titulaire. Là, au milieu de terrain, sinon il a très très peu de temps de jeu. C'est parce que même Uther lui fait pas assez confiance, je pense. Donc oui, non, il faut qu'il trouve une porte de sortie pour laisser la place à un. Parce qu'en termes de nombre, on les a, hein, nos 4 milieux de terrain. Donc c'est juste qu'il nous faut un milieu de terrain d'une meilleure qualité. Donc voilà, si on peut faire partir Matarazzo pour faire arriver un très bon milieu de terrain, on sera tous contents. Après, en joueur que j'ai envie qu'il se casse de mon club, je vais encore dire une fois de plus, c'est Diatta, quoi. Bon, là, il est blessé, le pauvre. Je peux rien dire, mais pour moi, ça reste un joueur, surtout si c'est pour le faire jouer latéral, je vois aucun intérêt à ça. Pour moi, c'est un joueur qui est ailier, qui peut avoir des qualités à ce niveau-là, et que s'il joue pas dans un 4-3-3, je vois pas l'intérêt qu'on a à l'avoir au club. Donc, c'est vrai que qu'on le lâche. L'année dernière, il avait un peu dépanné un peu partout. Il y avait eu honnêtement, il y avait eu quelques trucs sympas et c'était pas mal. Il y avait eu peut-être même une belle passe en retrait. Passe décisive. Là, par contre, c'est ça. C'est que là, cette année, j'ai quasiment la sensation qu'on l'a réellement vu qu'une fois. Et puis, c'est ce fameux but qu'on prend contre Nice, lunaire sur sa passe pour personne. Ah oui, non, c'est cette saison, c'est un peu ça. Oui. Parce que pour moi, il était complètement blessé cette saison. Mais non, quand il a joué. Oui, c'est cette saison puisqu'il fait cette passe magistrale. Faut s'en rappeler de celui-là, parce que celui-là, il était quand même assez extraordinaire. On se demande toujours à qui il a voulu donner le ballon, ou qui l'a vu au milieu de terrain. Mais forcément, c'est pas positif. Et le Diatta qu'on avait un peu aimé la saison dernière, on va dire, parce qu'il avait quand même fait quelque chose de sympa en étant vraiment une solution de rechange, en étant encore une fois trinque-ballé à droite à gauche. Bon là, entre blessure et donc cette fameuse passe en retrait, là, ça paraît très compliqué pour lui.
Un petit point sur les awards à mi-parcours, Patrice. Donc je le disais, hein, on aura au mieux 33 points à la mi-saison. Donc globalement, ce qui veut dire qu'on est parti sur des bases de 66. Voilà, c'était un calcul fort compliqué. On est 3e, globalement en début de saison. Et par rapport à nos pronos, on est plutôt dans le vrai. Hein, on nous voyait tous entre 2 et 3. On est 3e. On nous voyait entre, vous les auditeurs, vous étiez peut-être un peu emballés avec 75 points. Encore une fois, on est parti sur des bases de 66. Donc ça voudrait dire une sacrée seconde partie de saison. Mais ça fait 15 victoires en 18 matchs. C'est jouable, mais... sachant qu'en plus, j'ai la sensation qu'on va se déplacer plutôt là chez les grosses équipes, à part Lyon. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a reçu... Bah oui. Et Marseille, on va recevoir. Si on était au Vélodrome, non? C'était au Vélodrome, Marseille? Oui, c'est au Vélodrome, oui. Avec le problème d'arbitrage, oui. Ah bah tu vois, j'étais persuadé que c'était chez nous. Bon, voilà. Mais sinon, voilà, nous, on était tous entre 64 pour le plus pessimiste, à savoir Damien, et 71, il y avait toi, Boris. Non, t'étais à 70. Mais bon, voilà. Donc on n'est pas trop mal, mais... Globalement, on est quand même un petit peu en dessous de nos espérances, sachant qu'en plus, je parle de ça, il faut qu'on batte Nantes pour qu'on soit à 33 points à la mi-parcours. Si en cas de défaite, on serait qu'à 30, et donc là, des bases de 60, là, on serait vraiment pour le coup assez loin de nos espérances. La Coupe de France, on verra bien, ça, on en parlera en fin d'année. Seul truc qu'on peut dire, c'est que Boris nous avait vu sortir en 16e de finale. Le 16e, c'est le prochain tour, et c'est à Reims. Donc il aura peut-être raison, parce que c'est pas un match facile. En championnat, on a bien galéré contre eux. Donc attention à l'élimination prématurée en Coupe de France, sachant que moi, je nous ai mis vainqueur. Voilà. Ça reste encore évidemment possible, mais on va dire que ce tirage au sort n'est pas le meilleur sur le papier. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, personne ne nous voyait dans les 8, personne ne nous voyait au-delà de la 24e place, à moins d'un cataclysme, ça sera bon, on sera entre 9 et 24, et après, on verra bien là où ça s'arrête. Si tu avais donc un meilleur joueur maintenant à mi-saison à donner, ça serait qui ? Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste Zakaria, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Pour moi, c'est lui qui est clairement le meilleur joueur. De toute façon, ça se voit. Dès qu'il n'est pas là, on a un gros manque. Alors que quand il est là, ça nous fait énormément de bien. Ouais. Pour moi, ça reste lui. Maintenant, c'est clair qu'il ne faut pas qu'il nous fasse une moitié de saison pareille où il rate autant de matchs. Parce que ça fera quand même beaucoup trop d'absence pour vraiment dire que c'est lui le meilleur joueur de la saison. Quoi. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. C'était mon prono, et c'était également le prono d'Adrien. Vous les auditeurs, vous étiez sur Golovin, c'était également Patrice et Arthur. Oui. Ça semble compliqué. Bien qu'il est toujours meilleur en deuxième partie de saison. Il n'est pas catastrophique, mais ça semble quand même un petit peu compliqué pour aller chercher Zakaria, ou même pour aller chercher Akliouche, Ben Seguir, potentiellement même Singo. J'ai même envie de mettre Kerrer devant Golovin, donc il y a quand même pas mal de monde à dépasser, plus ou moins avec du retard. Bon, par contre, pour Quentin, Flo et Pierre, Minamino, je pense que là... C'est vrai que Minamino, on ne l'a pas mis dans les avertissements, mais potentiellement quand même, j'ai un peu la sensation qu'on a retrouvé le Minamino de la saison 1, à savoir que c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, voilà, c'est vraiment pas le cas. Et enfin, Damien Boris, c'était le petit jeune Ben Seguir, c'est possible, voilà, il est en tout cas en meilleure position que Golovin pour aller chercher ce trophée. Voilà, pire joueur, on avait du Balogun, on pourra pas le juger, il était plutôt enfin bien parti en plus, donc on ne saura jamais. Il va revenir pour la fin de saison, certainement mars voire avril, on verra bien comment ça va se passer. Pareil, à l'instant T, tu partirais sur qui pour pire joueur? Et qui joue, encore une fois, Matazzo. Non, Caio Henrique pour moi. Pas jouer avec Mbolo parce qu'il y a vraiment beaucoup de déceptions sur lui, mais bon, derrière il y a quand même un petit rendement, comme tout, il met quand même ses buts, quelques buts, des passes décisives. Petit rendement, mais oui. Voilà, c'est petit rendement, mais à côté de ça, Henrique, c'est zéro rendement, quoi. C'est une passe décisive depuis le début, et on voit absolument pas le Caio d'Henrique avant, depuis sa blessure, quoi. Il y a plus rien, on voit offensivement, je vois plus le Caio Henrique d'avant, quoi, qui combine énormément. Avec Golovin ou avec même Ben Seguir, il n'y a plus aucun centre, il n'y a plus de frappe comme il pouvait faire avant, et défensivement il a toujours le même niveau, donc forcément c'est...
Mais ouais, c'est vrai qu'Enrique, personne l'avait mis par contre. Et je pense que pour le coup, ils sont bien partis. Quentin et Boris l'avaient mis dans Déception. Et très clairement, je pense que là, il fait partie des plus grosses déceptions. Encore une fois, avec Mbolo aussi, hein, dont on pouvait attendre beaucoup plus. Moi, j'étais parti sur Golovin en assistant bien sur la C1. Pour l'instant, ça a été moyen, plus. Ça n'a pas été aussi catastrophique que je pouvais le penser, enfin aussi décevant plutôt en Ligue des Champions, sachant qu'il n'était pas titulaire non plus à tous les matchs, particulièrement face au Barça. Si je dis pas de conneries, il n'était pas titulaire. Non. Il est rentré en cours de jeu. Ouais, c'est la sensation. Non, il est rentré en cours de jeu. Donc c'est pour ça. Moi, je le jugerai encore une fois sur ce qui va arriver en Ligue des Champions et à minima, du coup, sur les 4 rencontres. On peut quand même partir sur les 4 rencontres qui nous restent. Bon, Adrien, par contre, à Cliouche, là, on est sur un beau raté. Hein, parce que, à moins que vraiment il y ait une catastrophe en seconde partie de saison, ou alors qu'il se barre au PSG là, dans les 2 semaines à venir, du coup, ça pourrait être une déception. Qui se barre. Je vois que ça comme porte de sortie. On avait du Kerrer, du Thésée, clairement pareil, et plutôt une déception. Mbolo aussi, bien vu pour Arthur et Pierre. Voilà, meilleure progression. On est sur du Akliouche, du Ben Seguir, a priori ça sera ça. Ceux qui avaient mis Ouattara, ça ne sera évidemment pas le cas. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour rapidement. Encore une fois, de toute façon, on fera une vraie émission dédiée en fin de saison quand ça sera fini et qu'on pourra réellement juger les prestations de nos joueurs. Rapidement, juste si, dans les derniers trucs, on avait mis Akliouche international. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Certains étaient partis sur oui. Alors on était tous partis sur l'équipe de France, hein, parce qu'on avait aussi laissé la porte ouverte à l'Algérie, c'est ça ? Oui. Bon, on verra, parce que visiblement il n'a pas encore officiellement fait son choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ceux qui avaient parié France, à savoir vous à 54% les auditeurs, mais également Quentin, Flo, Pierre et moi-même, je pense qu'il a une vraie chance d'être appelé. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir de rassemblements avant la fin de l'année. Je dirais au minimum 2, peut-être 3. Je ne m'en rends pas bien compte. Mais je pense qu'il y a une vraie possibilité de le voir appelé par Deschamps. Donc, voilà, il est plutôt, on va dire, sur la bonne piste. Voilà. Il n'a pas fait une première partie de saison mauvaise, loin de là même. Le poste de milieu de terrain en équipe de France n'est pas non plus le plus reluisant. À savoir, est-ce qu'il y a réellement un poste en ce moment qui est très reluisant en équipe de France ? C'est un autre débat. Donc moi, pourquoi pas le voir appelé par... Alors de là à jouer titulaire, c'est encore autre chose. Mais je le vois bien appelé, moi, lors des prochaines listes. Surtout là, s'il fait 2 bons matchs de Ligue des Champions. Je pense que ça sera bon pour lui. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est possible. Il reste vraiment sur des très belles performances. S'il arrive à continuer à être aussi bon en Ligue des Champions, surtout sur 2 belles affiches, je pense que c'est ce qui peut faire un peu basculer. Peut-être pas sur la prochaine sélection, mais par contre sur les sélections là, de fin d'année, c'est souvent que Deschamps il tente des choses quand même, parce qu'il y a beaucoup de matchs. De mémoire, on joue 3 matchs. Donc ouais, c'est possible s'il continue comme ça, qu'il obtienne sa sélection. En étant monégasque encore. Parce que, oui, comme tu le dis, après, ça va être compliqué. Oui, on est bien d'accord sur ça. Donc voilà, ce petit point Awards à mi-parcours. On va maintenant pouvoir terminer l'émission sur plutôt des attentes que réellement des faits, puisque pour l'instant le mercato hivernal est calme. Je ne sais même pas s'il y a vraiment eu des rumeurs. Je t'avoue que je suis ça d'assez loin, Patrice. Donc tu vas pouvoir certainement m'en dire un petit peu plus. Enfin, je cherchais justement un endroit où c'était listé la liste de tous les joueurs, parce que j'ai pas trop suivi non plus. Merde. Alors, au milieu de terrain, il y a quand même très très peu d'infos, malheureusement je trouve, pour recruter. Donc hormis la piste qui est réactivée là pour le milieu lanceur, ouais. Celui qu'on n'a pas pris parce que du coup il était blessé et que finalement, ouais, ok, mais qui s'est toujours pas fait opérer quand même. Si j'ai bien suivi. Du coup, est-ce que ce sera toujours bon ou pas ? Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas plutôt l'agent qui essaye de relancer ça et tout ?
Tu sais, ou même les journalistes pour faire un peu de papier, parce qu'ils réactivent des vieilles pistes, on l'a quand même vu assez souvent, quoi. Mais je trouve dommage qu'on ait zéro info quand même sur une potentielle recrue au milieu de terrain. Quand je vois que Rennes signe aujourd'hui l'ancien Lensois Fofana, je suis un peu. Alors, je sais pas le niveau qu'il peut avoir maintenant qu'il est parti, je crois, 2 ans, c'est ça, en Arabie Saoudite. 1 an et demi, ouais. Ouais, bon, je sais pas quel niveau il peut avoir maintenant, si vraiment il a chuté ou pas, mais quand je vois le niveau qu'il affichait avec Lens, waouh, moi c'est un joueur que j'aurais quand même bien voulu avoir, quoi, parce que c'est vraiment un top joueur, quoi. Il nous aurait fait vraiment du bien au milieu de terrain, là, dans la triplette qu'on aurait pu avoir pour faire la rotation, ça aurait été vraiment pas mal, quoi. Voilà, peu d'infos sur le poste de milieu et en attaque, hormis bon, les rumeurs qu'il peut y avoir sur les attaquants là qui. Oui. L'attaquant. J'ai perdu son nom. Du Borussia Dortmund, qui est prêté pour l'instant en Espagne. À l'heure, voilà. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu voilà, ça voilà passer, les j'ai rumeurs vu qu'il ça peut y avoir, passer. mais voilà, c'est pareil, c'est des rumeurs d'argent qui cherchent forcément à faire sortir son joueur. Donc forcément, vu que nous on cherche un attaquant, en plus ça a été annoncé publiquement par Hutter, forcément, c'est assez simple du coup que les rumeurs viennent sur nous. Sinon, les 2 autres rumeurs sont sur un joueur qui joue en Russie et un joueur qui joue à Graz, en République tchèque. Donc forcément, pour des joueurs que on va pas, même si on a pu voir des vidéos tournées, on va pas parler du profil, quoi. Personnellement, je le connais pas, ni l'un ni l'autre. Mais forcément, sur un mercato d'hiver où il n'y a pas de compétition internationale cet été, on ne va pas recruter forcément un énorme joueur. Il y a personne sur le marché, il n'y a pas de grands attaquants sur le marché qui veulent partir de leur club en hiver, c'est quand même rare. Si en plus ils n'ont pas besoin de se relancer pour avoir du temps de jeu pour être sur la compétition internationale, ça va être encore plus dur d'en avoir. Donc forcément, on va devoir aller chercher des profils comme ça, de joueurs qui sont en très très bonne forme dans des championnats un peu plus mineurs, quoi. Ouais, Moi, tout ce que l'attaquant de je veux... Graz, c'est Mika Biarret. Oui, j'ai lu vaguement Ouais, c'est tout à ça. l'heure Ouais, un thread Twitter sur A son priori, c'est quand même profil. bien avancé avec lui sur les infos qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Et beaucoup annoncent quand même que c'est quasiment. En tout cas, c'est fait avec lui. Maintenant, il reste juste à voir avec le club. Sachant qu'il a été acheté cet été pour 5 millions, qui tourne très très bien, c'est sûr. Qu'il a été formé à Fulham, mais il a joué avec les U23 d'Arsenal et avec Balogun. Ils ont joué ensemble. C'est assez marrant de voir qu'ils pourraient se retrouver. C'est ça. Voilà. Moi, Attaque. au-delà Ouais. du joueur qu'on pourrait signer, ce que je veux surtout, c'est le profil. Je veux qu'on recrute un Oui. joueur qui soit un buteur. Je veux un renard des surfaces. Je veux un Bah, mec qui apparemment, c'est son finisse. cas. A Apparemment, priori, c'est son voilà, cas. ce serait son cas. Voilà, je Après, il a veux pas 21 encore un ans, hein, donc profil. Je veux pas un profil de joueur qui prend de la profondeur, qui court vite, qui soit rapide, qui joue dos au but, qui joue en pivot, qui aide l'équipe. Même s'il est nul techniquement, je m'en fous. On a tout ce qu'il faut derrière lui pour faire la construction. On n'a pas besoin d'un attaquant qui joue. On va pas jouer avec un 9,5, c'est pas notre style. Il faut vraiment maintenant qu'on ait un mec dans la surface qui, quand il y a des ballons qui traînent, il les pousse au fond. Et c'est vrai que sur les vidéos qu'on voit, bon, c'est ce qu'il fait, mais tu vas me dire, on voit pas les rater non plus, quoi. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir quand même une belle finition, un très bon jeu de tête. Voilà. En tout cas, le profil semble coller. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on se dirige et pas sur un énième joueur. Bah, déjà, ce qui est Vraiment, bien, le c'est joueur qu'il que. faudrait, c'est Mikko Katze, quoi. Franchement, quand tu penses, quand tu vois maintenant ce qu'il fait avec l'OL, tu te dis, si on l'avait eu, ouais, ça aurait vraiment collé, parce que là, il aurait vraiment pu remplacer Ben Yedder et avoir un style de jeu assez identique. En plus, techniquement, il est loin d'être moche. Donc, ouais, ça aurait vraiment été une très belle recrue. Et c'est vraiment dommage qu'après cet échec, on n'allait chercher personne, quoi. Bah ouais, de toute façon, ça, on l'avait dit, hein, que que ça allait être potentiellement le problème. Et même avec Balogun, hein, qu'avec seulement 3 attaquants, on avait Mm. pas vraiment d'idée d'Ilikana. Balogun sortait d'une première saison catastrophique. Mbolo revenait de blessure. Ça faisait quand même beaucoup de questions. Et même si Balogun faisait un plutôt bon début de saison, en tout cas avait fait des bonnes dernières prestations avant de se blesser, il nous fallait un attaquant de plus. Ça n'a pas été le cas. Donc là, de toute façon, si on en prend un, j'ai quand même la sensation, c'est plus dans l'idée de remplacer donc du coup Balogun qui va être absent encore de nombreuses semaines. Mais moi, je serais presque d'avis d'en prendre 2, hein, des attaquants, et de jouer et de potentiellement retenter de passer en 4-4-2 pour aussi mettre Mbolo dans les meilleures conditions. En tout cas, se donner cette possibilité-là de jouer avec 2 attaquants.
Donc pourquoi pas aller en chercher 2 et donc toujours ce milieu de terrain, évidemment, ça c'est l'autre impératif. Alors voilà, c'est qu'au Fofana, est-ce que ça aurait été une bonne chose? Moi honnêtement, je suis pas convaincu quand tu as passé 1 an et demi je sais pas le niveau qu'il peut avoir maintenant. Ouais, voilà. Mais puis sinon, c'était pas non plus... c'est quand même... C'était un bon joueur, mais je veux dire, c'était un bon joueur à Lens, hein. Il avait rien fait d'autre vraiment d'exceptionnel avant. Il s'était jamais trop imposé. À Lens, il a été très bon, mais Lens, c'est pas non plus les mêmes attentes qu'à Monaco, même si. Et puis le jeu tournait sur lui en plus. Hein. C'était quand même... Ouais, voilà. Même si sportivement, ils sont pas à des années-lumière de nous, loin de là, même sur les dernières saisons. Là, il y a la Ligue des Champions en plus, donc je sais pas, c'est qu'au Fofana, si réellement ça pourrait être une bonne chose, mais. A priori, il a un C'est mort. très gros contrat. J'ai vu que ça râlait Oui, beaucoup quand même. Et après, Melina en aussi, plus. il en parlait. A priori, ils ont bien aligné la thune pour l'avoir. Quoi. Pour le contrat, Ouais. pas pour le... Oui, même pour l'achat, je crois que c'est 20 millions. Hein. Ah oui, en plus, ouais, voilà. Donc ouais, clairement, on n'est pas sur ce que Monaco veut mettre là. Je crois que c'est ça. Alors, il faut peut-être vérifier, mais je crois que c'est ce que j'ai lu. Alors, bon, 20 Mais millions. clairement, si on veut viser les objectifs, il faut absolument qu'on recrute un milieu de terrain et un attaquant qui soient des potentiels titulaires. Quoi. Faut pas... Sinon, pour moi, ça va être très compliqué. On va vraiment lutter. Genre, on va pas se rendre la tâche facile pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On va vraiment lutter pour cette 3-4e place parce que pour moi, Lyon va rentrer dans la danse et on va être avec Marseille et Lille. Et Marseille a quand même sacrément l'avantage de ne pas jouer de Coupe d'Europe, là où on a bien vu qu'on commence à tirer un peu la langue sur la fin du mois sur décembre. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir des joueurs pour faire tourner, parce que ça enchaîne. Hein. Tu regardes sur le mois de janvier déjà, ça fait quand même pas mal de matchs. Hein. Ah oui, non, mais là, on va. Et février, ça va être pareil avec la Ligue des Champions qui va rajouter les 2 matchs qui sont pas encore dans le calendrier. En espérant C'est qu'on ça. les ait, bien sûr. 20 millions. Sachant qu'il avait été vendu 23. Bon, là, je vois 25, mais bon, je faisais que lire 23 à Al Nasser. Donc, 1 an et demi plus tard, 3 millions au moins. Donc ouais, ça aurait été de toute façon une grosse somme pour un joueur de cet âge-là, et on sait très bien que c'est pas trop le genre de transfert qu'on fait. Donc c'est pour ça, mais voilà, en tout cas, l'évidence toujours la même, un milieu de terrain, à minima un attaquant, je dis bien à minima parce qu'il n'y a plus Balogun, et aussi potentiellement, on en parlait un peu avant l'émission, donc ce poste de latéral gauche, où Caillot, voilà, on l'a dit, peine vraiment beaucoup à revenir à son meilleur niveau. Ouattara, quand on le voit, c'est pas GG, et souvent en plus il rentre plutôt au poste d'ailier gauche quand il rentre, hein, parce que c'est pas non plus tout le temps le cas. Mawissa qui est un peu là pour dépanner, et c'est vrai que on l'avait un peu oublié, mais il y a Jacobs qui est parti fin août, alors qu'il faisait un bon début de saison. Le regretter, Jacob. On va pas de là à regretter Jacobs, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faisait un bon début de saison. Est-ce que ça aurait continué? On peut mettre des gros doutes à ça. Ah bah, mais clairement, sur 2024, c'est lui le meilleur latéral droit qu'on ait eu. Voilà. Force est de constater que... Je veux dire, il a quand même fait de très bons matchs à ce poste-là, à notre surprise. Et on pensait vraiment que Enrique allait revenir à son niveau. Mais c'est ça le problème. Du coup, on regrette Jacob presque maintenant. C'est presque ça. On en est à se dire que, en tout cas, on aurait eu une vraie solution, un vrai latéral. Et on l'a pu. Donc, bon, encore une fois, c'est loin d'être une priorité. Je ne pense pas. Je garde toujours espoir sur un possible retour à haut niveau de Caio Henrique, mais il va falloir que ça se concrétise assez vite parce que voilà, là, les grosses échéances arrivent. Moi, je reste positif sur le fait que pour notre centenaire, on peut aller chercher un titre, mais ça sera donc la Coupe de France. Hein, on va pas s'emballer, hein, la Ligue des Champions. On sait jamais, peut-être que dans 3 jours, on a un titre là. Paris a failli se faire éliminer. Putain, on est quand même pas passé loin. Hein. C'est con. Ils ont réussi encore à s'en sortir au tir au but. C'est quand même. C'est fou, quoi. Ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est pas nous qui gagnons des matchs au tir au but, même si l'an dernier ça avait été le cas. Globalement, c'est quand même pas notre réussite. Et vu comment on les a tirés là, c'est sûr. J'ai pas envie d'aller au péno face à Reims ou même dans les tours suivants si on passe. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, Patrice. Bon, rapidement, donc le prochain match, c'est ce fameux Trophée des Champions qui me ravit. Alors, je sais même pas quand c'est, tellement j'en ai rien à foutre. Dimanche, 17h ou 17h30.
Je sais plus. 17h30, voilà. Je sais pas sur quelle chaîne c'est. DAZN. Ah, bah. Eh ben, on regardera pas. Tu vois quoi, je me prendrai même pas la tête là, à trouver un stream ou autre, Discord ou autre, mais ouais, je ne regarderai pas, donc je ne débrieferai pas, mais bon, peut-être qu'on vous proposera un débrief de ce match ô combien important face au Paris Saint-Germain. Bah voilà Patrice, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve donc peut-être pour ce débrief de cette rencontre du Trophée des Champions. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.